Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'humérus. Après que l'on ait vu la fois dernière la scapula ainsi que la clavicule, aujourd'hui nous allons parler de l'humérus. Alors l'humérus forme le squelette du bras. Il s'articule en haut avec l'omoplate pour former l'articulation scapulo-humérale. On peut également l'appeler articulation gléno-humérale, car il s'insère dans la cavité glénoïdale de la scapula. Et en bas, il s'articule avec les deux os de l'avant-bras, donc le cubitus et le radius. Et il forme avec ces deux articulations l'articulation du coude. Alors cet os, l'humérus, il présente à décrire deux extrémités et une diaphyse. Donc la diaphyse, c'est le corps de cet os. On a l'extrémité distale et l'extrémité proximale. Alors, quant à l'extrémité proximale, c'est-à-dire celle qui est en haut, l'extrémité supérieure, elle est formée d'une saillie articulaire séparée d'une gouttière, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Il y a une saillie articulaire qui est séparée d'une gouttière. La tête humérale est une portion de sphère recouverte de cartilage, orientée en dedans et en haut et en arrière. Et elle est séparée de la diaphyse par le col anatomique. Alors la grosse tubérosité ou le trochiter se trouve en dehors de la tête et dans le prolongement de la diaphyse. La petite tubérosité ou le troquin est situé en avant et en dessous de la précédente. Les deux tubérosités sont séparées par la gouttière bicipitale. L'extrémité supérieure est séparée de la diaphyse par une portion rétrécie, c'est-à-dire le col chirurgical. Et ce col chirurgical, il a été appelé ainsi car c'est un endroit auquel il survient énormément de fractures. Donc c'est pour ça qu'il a été appelé le col chirurgical. Alors maintenant, nous allons désormais parler de la diaphyse. La diaphyse, elle est triangulaire à la coupe. Elle est légèrement tordue autour de son axe et elle présente trois bords et trois surfaces. Elle présente une face qui est antéro-externe. Donc elle n'est pas vraiment antéro et elle n'est pas vraiment externe, elle est antéro-interne. Elle présente vers son milieu une crête formant avec le bord antérieur le V deltoïdien. On l'a appelé le V deltoïdien parce que c'est là que vient s'insérer le muscle deltoïde, comme on le verra plus tard. Donc la face antéro-interne, formée en haut par la gouttière bicipitale, présente vers son milieu le trou nourricier. La face postérieure, elle est parcourue par une gouttière oblique en haut, en bas et en dehors, cette gouttière, la gouttière radiale. Et le bord antérieur est surtout marqué dans sa moitié supérieure où il contribue à former la lèvre externe de la gouttière bicipitale. Les deux bords internes et externes sont surtout saillants dans leur moitié inférieure. Ensuite, en ce qui concerne l'extrémité inférieure, elle est dite palette humérale. Elle est dite palette humérale, aplatie d'en avant en arrière, légèrement recourbée en avant et élargie transversalement. Elle est formée par une petite portion articulaire des saillies et des fossettes. Donc la portion articulaire formée de dedans en dehors par la trochlée en forme de poulie présente deux joues et une gorge. La joue interne est plus saillante et descend plus bas que l'externe. La gorge est enroulée en spirale. Le condyle, portion de sphère plus développée en avant qu'en arrière, il s'articule avec le cupule radial. Et donc pour les saillies, la saillie interne est plus développée que l'externe. Elle s'appelle l'épitrochlée et donne insertion au muscle épitrochléen, comme on le verra au moment de la myologie. La saillie externe
est dite épicondyle et donne insertion au muscle épicondylien. Les fossettes, la trochlée est surmontée en avant par la fossette subtrochléenne, en arrière par la fosse olecrânienne et le condyle surmonté en avant par les fossettes subcondyliennes. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a en ce qui concerne l'ostéologie. Et la prochaine fois, on verra la myologie, c'est-à-dire l'étude musculaire et les insertions qu'il y a sur l'os huméral.